Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est une contribution pour des femmes fortes dans l'espace public, mais c'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, la première féministe moderne, qui payera d'ailleurs de sa vie son engagement politique. Épisode après épisode, ici, on construit cet héritage ensemble, à travers des réflexions, à travers des rencontres et des partages, mais aussi à travers des outils pour affûter votre discours, assumer votre place, incarner vos valeurs, étendre votre influence ou décupler votre impact. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, parce que nos impossibles sont des passages, des portes que nous n'avons pas encore ouvertes et qui méritent pourtant tellement de l'être. Ensemble, nous les ouvrirons, que dis-je, nous les défoncerons, avec toutes les tactiques dont nous savons faire preuve. Et pour cette saison 3, je vous propose des contre-feux. Contre-feux aux discours de plus en plus dominants, aux mots interdits, aux mots sacrilèges. Chaque épisode sera donc l'occasion de rallumer les braises sur un de ces mots bannis, parce que les mots qu'on nous enlève sont souvent ceux qui dérangent, qui portent lutte, qui portent mémoire. Parce que nos récits de vie façonnent notre regard sur le monde, parce que nos doutes sont souvent des histoires qu'on nous a racontées, parce que revisiter l'histoire, c'est se donner le droit d'écrire la suite autrement. Alors, je vous emmène, c'est parti. Allons ensemble allumer le feu. Est-ce que vous savez dire non ? Est-ce que c'est facile pour vous de dire non ? Est-ce que c'est facile pour vous de refuser une tâche que vous ne souhaitez pas faire ? C'est de ça dont il sera question dans cet épisode. Parce que dire non, c'est toute une histoire. C'est un sujet qui est souvent abordé dans les coachings que j'accompagne, dans les formations que je donne aussi. C'est une question qui revient régulièrement. Comment peut-on dire non ? Comment est-il possible de ne pas accepter quelque chose qu'on ne souhaite pas faire, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie politique, dans sa vie associative, que ce soit dans sa vie amoureuse ou dans sa vie familiale? C'est pas si facile de dire non. En tout cas, il y a de multiples manières de le faire. Alors, on pourrait vous proposer une liste et vous la trouverez en note d'épisode. Mais ici, je vais vous parler d'une méthode particulière qui nous vient d'un diplomate soviétique, figurez-vous, qui s'appelle Andreï Gromyko. Je vais vous parler aujourd'hui de la méthode Gromyko. Ça va être une traversée entre géopolitique, vaisselle sale et stratégie de résistance domestique, mais aussi stratégie de résistance professionnelle, avec cette méthode qui s'appelle bel et bien la méthode Gromyko et qui est restée tellement célèbre qu'elle inspire encore Poutine aujourd'hui. Si vous repérez un peu la manière dont il est en train de négocier, vous allez reconnaître des choses dont je vais vous parler dans cet épisode. Alors pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu qui est Andreï Gromyko. C'est en fait le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Il a été choisi en 1957 et il a régné pendant 28 ans dans son ministère jusqu'en 1985. C'est d'ailleurs l'arrivée de Gorbatchev qui a sonné le glas de son rôle de ministre. Systématiquement, il partait de l'idée qu'il s'agissait de dire non. Il a négocié avec tout le monde, avec Roosevelt, avec Nixon, avec Kennedy, avec Reagan. Tous les présidents américains de son époque ont eu affaire à Andreï Gromyko. Et systématiquement, la réponse de Gromyko était non. C'était sa stratégie. Il avait une sorte de fermeté qui était complètement implacable. Il posait des conditions complètement absurdes. Il exagérait les demandes. Il refusait tous les compromis jusqu'à ce qu'on lui donne plus que ce qu'il avait souhaité obtenir au départ. C'était ça sa technique. Elle tenait en 3 étapes. Première étape, exiger l'impossible. Deuxième étape, ne rien céder. Troisième étape, proposer une négociation comme porte de sortie, mais sans jamais plier. Voilà, ça c'était la méthode Gromyko et elle se résume en une phrase qu'il aimait bien prononcer. Il disait ça: exigez le maximum et n'ayez pas honte d'exagérer dans vos demandes, n'épargnez pas les menaces, puis proposez des négociations comme issue à la situation. Il y aura toujours en Occident des gens pour mordre à l'hameçon.
Inutile de vous dire que s'il y a eu une guerre froide, ça venait bien de ce genre de personnage. Alors, ok, on a parlé de ça, c'est très bien, mais quel rapport avec notre vie? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en fait, cette méthode, elle est applicable dans tous les domaines de notre vie, et je vais vous prendre un exemple avec le partage des tâches ménagères, parce que c'est quelque chose qui est quand même encore très très souvent problématique dans les couples et dans les familles. Pour illustrer cette partie, je vais vous parler de mon expérience. Alors, en ce moment, je vis seule et pas avec mon amoureux. Mais dans des vies précédentes, j'ai partagé le même toit que mes partenaires, tout en étant bien au clair sur le fait qu'ensemble, nous n'avons pas eu d'enfants. Donc, nous n'avons pas eu ces données-là à mettre en place dans l'équation. Mais quand même, j'avais une certitude. Une certitude qui m'est venue de je ne sais pas où, qui disait « c'est le premier qui craque qui fera le ménage ». Et en fait, systématiquement, dans aucune situation de ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui ai craqué en premier. Absolument aucune. Ce qui fait que j'ai eu des partenaires qui étaient tout à fait engagés dans les questions de tâches ménagères, puisqu'on faisait ensemble, puisqu'il y avait un moment où c'était eux qui disaient que c'était nécessaire de nettoyer, que c'était nécessaire de ranger ensemble, et puis on le faisait. Parce que pour moi, ça me dérangeait jamais. Il y avait une énorme tolérance de ma part. Pourquoi ? Parce que je ne souhaitais pas, à un moment ou à un autre, commencer à ramasser les chaussettes sales, parce que je savais que c'était le piège. Je savais qu'à partir du moment où je commençais de faire ça, eh bien, je serais prise dans un engrenage qui me mènerait très certainement à le faire beaucoup plus souvent que mon partenaire. Et donc, pour moi, ça, c'était totalement exclu. Alors, bien sûr, vivre comme ça tout le temps sur ses gardes, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour construire un couple de longue durée. Mais en même temps, ça a permis d'ouvrir des discussions vraiment intéressantes sur le partage des tâches, sur ce que ça voulait dire pour nous d'être dans la propreté, dans le respect de l'autre et dans la place qu'on avait envie d'occuper. Et puis, en fait, finalement, ça a été tout à fait possible d'ouvrir des dialogues, au sein de notre couple, de nos couples, puisque j'en ai eu plusieurs successivement autour de cette question des tâches ménagères. Donc, en fait, si vous voulez, on peut dire que je me suis un peu gromicoisée, puisque je posais systématiquement, non pas un non, mais je râlais pas, mais je faisais pas. Et puis, il se trouve que ça fonctionnait. Ça fonctionnait toujours, mais vraiment, dans le but aussi d'ouvrir le dialogue par la suite et de pouvoir thématiser ça pour qu'il n'y ait pas une espèce de violence subtile qui se mette en place, où moi je ne disais rien, et puis que ça donnait un poids sur les épaules de mon partenaire qui, lui, du coup, se sentait investi d'une mission de tout faire à ma place. C'était pas ça, il ne devenait pas mon serviteur, il était simplement mon vrai partenaire, j'étais sa vraie partenaire et nous avions ensemble des discussions à ce sujet pour que nous puissions finalement travailler ensemble au fait que notre appartement reste salubre et qu'on puisse continuer d'y accueillir des amis. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Cette méthode Gromyko, elle m'a fait penser à une anecdote que j'avais lue dans un bouquin de Titiou Lecoq il y a plusieurs années, qui avait publié un livre tout à fait intéressant qui s'appelait « Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ». En fait, un jour, Titiou Lecoq, elle a réalisé que malgré toutes ses convictions, malgré son mari déconstruit, malgré sa vie parisienne de militante, malgré toutes ses connaissances et toute son attention sur ces questions-là, c'était quand même elle qui se retrouvait à faire le ménage et à gérer les enfants. Donc c'est elle qui portait cette fameuse charge mentale. Et quand elle s'est rendue compte de ça, elle a décidé qu'elle allait répartir ces tâches entre elle et son mari, qu'elle allait rediscuter de la répartition des tâches avec son partenaire, ce qu'ils ont fait. Et elle raconte qu'à un moment donné, son fils a eu très 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 mal aux oreilles et que ça ressemblait quand même très clairement à une otite. Et donc une otite, on peut pas la laisser traîner trop longtemps. Et donc il fallait aller voir un médecin. Et donc c'est son compagnon qui devait se charger d'emmener le petit chez le médecin pour traiter de cette otite. Et il a tellement tardé, et elle l'a tellement vu tarder, que le petit a fini par avoir le tympan percé. Et elle raconte cette histoire dans ce bouquin en disant qu'elle avait dû se retenir, bien sûr, plein de fois, mais qu'elle n'avait pas levé le petit doigt. Elle avait complètement adapté et adopté la méthode Gromyko. Je ne bouge pas une oreille et je laisse les choses se faire. L'avantage de cette situation, c'est que son homme, il a compris. Et il a compris que désormais, ce papa attentionné qu'il est, n'allait plus attendre aussi longtemps pour mettre en pratique la prise de rendez-vous chez un médecin et puis gérer des trucs avec les enfants au quotidien.
Et donc, à partir de là, les choses se sont rééquilibrées entre eux et elle a pu de nouveau retrouver un peu la maîtrise de ce partage des tâches qui n'était plus seulement un vœu pieux, mais qui devenait aussi une réalité. Alors, Gromyko, toujours notre ami Andrei, il disait un autre truc. Il disait « Mieux vaut 10 ans de négociation qu'un seul jour de guerre ». Ça, c'est sa grande citation. Elle est connue, tout le monde en parle, etc., etc. Mais alors, quand on voit l'état de la situation en Suisse en termes de partage des tâches ménagères, on se dit qu'on est effectivement encore en pleine négociation. Figurez-vous qu'aujourd'hui, donc dans les derniers chiffres statistiques qui sont sortis, qui datent du début des années 2020-2022, un homme consacre en moyenne 2h45 par jour aux tâches domestiques et familiales. Concrètement, il fait une vingtaine d'heures par semaine, ce qui est énorme parce que c'est beaucoup mieux en tout cas qu'il y a 20 ans. Donc on progresse sur cette question. Mais les femmes, elles, en parallèle, elles continuent d'y passer 4 heures par jour. Et là, on voit qu'en fait, ce chiffre a très très peu diminué par rapport au chiffre d'il y a 20 ans. Et quand les enfants arrivent, alors les femmes passent à 6h30 par jour d'occupation domestique, contre moins de 4 heures pour les pères. L'évolution, elle existe bel et bien, puisque les choses bougent un petit peu, mais elle est quand même très lente. Et donc ça a des conséquences dans plein de domaines de la vie, par exemple les charges professionnelles qu'on peut assumer ou non, parce qu'avec 6h30 d'engagement au quotidien au foyer pour les femmes, c'est difficile d'occuper des postes à haute responsabilité, vous pouvez bien l'imaginer. Donc en fait, tout ça, ça se négocie, ça se tient, et parfois, ça commence par un niet, le même niet que celui d'Andrei Gromyko. Ce nom-là, c'est important de s'en souvenir. Ce nom-là, c'est pas un caprice, c'est pas une stratégie, c'est une action politique. C'est le fait de se positionner et de refuser de pouvoir compenser quelque chose qui n'est pas fait par l'autre. C'est refuser ce rôle du care qui est tellement important et qui ne concerne majoritairement que les femmes. C'est donc sortir d'un rôle qu'on pourrait considérer comme le rôle de tampon émotionnel ou de secrétaire invisible, si on le dit différemment, ou encore de femme ressource par défaut. On veut sortir de ce rôle. Et il est très très important de ne rien lâcher à ce sujet, ou en tout cas d'être vraiment attentive à ce qui se passe dans nos foyers. Il y a une phrase de Silvia Federici qui a travaillé sur cette question-là dans les années 80, qui disait « Le travail domestique, c'est un pilier invisible de l'économie ». Alors oui, mais il n'y a pas de raison que ça reste un pilier invisible de l'économie, puisqu'on sait que le travail à domicile n'est pas rémunéré, donc fatalement, il n'intervient pas dans les statistiques. Je crois qu'on peut dire aussi que c'est un pilier invisible de l'inégalité relationnelle, parce que ça a des conséquences dans la vie des couples, ça a probablement eu des conséquences aussi sur la durée de vie des couples, et donc il y a quand même des enjeux qui sont extrêmement importants à ce niveau-là qu'il s'agit de prendre en compte. En fait, on croit qu'on tient un couple en lavant des assiettes, mais parfois on le tient en ne lavant pas les assiettes. Si on essayait de mettre en place cette fameuse Gromyko attitude, qu'est-ce que ça donnerait, que ce soit à la maison ou au boulot? Alors on avait dit 3 étapes. La première, exiger l'impossible. La deuxième, ne céder rien. La troisième, proposer une négociation comme porte de sortie. Sans jamais plier, précisait-il. Ok. Donc, si on prend un exemple très concret, imaginons que vous êtes devant une tâche qui n'est pas faite à la maison. Par exemple, la vaisselle qui n'est pas lavée, des vestes qui ne sont pas rangées, des habits qui ne sont pas pliés, un aspirateur qui n'a plus été utilisé depuis beaucoup trop longtemps, etc., etc. Des choses de ce genre-là, si on prend le ménage. Eh bien, vous n'allez rien faire, rien du tout. Ne pas combler le vide, exiger l'impossible. Vous ne faites rien, vous regardez, vous respirez, et surtout, vous résistez. Deuxième étape, ne cédez rien, disait Gromyko. Vous allez au contraire exagérer volontairement votre demande. Parce que si vous souhaitez obtenir un peu, il va falloir demander beaucoup plus. Et par exemple, ça pourrait donner, toujours à domicile, ça pourrait donner quelque chose comme ok, tu pourrais faire la vaisselle, tu pourrais faire à manger, et puis en même temps, tu pourrais aller pendre le linge peut-être, et puis si tu arrivais encore à nettoyer les vitres, ce serait vraiment génial. Évidemment que vous n'allez pas obtenir tout ça. Mais peut-être que votre partenaire en face, il va se dire, tiens, mais pourquoi elle m'en demande autant? Et puis il va se dire, bon, ok, peut-être que les 2 premières tâches, je peux les faire, parce qu'alors nettoyer les vitres, faut pas compter sur moi, il est exclu que je m'y mette. Vous n'obtiendrez pas tout, mais vous allez créer une prise de conscience. Et donc vous avez déjà réussi une part de cette négociation, ou en tout cas une part de cette prise de conscience
que le travail domestique, il ne se fait pas tout seul. Dernière étape de Gromyko, proposer une négociation comme porte de sortie sans jamais plier. Donc oui, vous allez faire ça, et là on va prendre un exemple dans le monde du travail. Imaginez que vous avez une séance, que dans cette séance vous êtes plusieurs femmes et que comme d'habitude, le PV va être pris par une de ces femmes. Sauf que vous n'êtes pas dupe parce que vous savez très bien qu'on est dans le biais de genre le plus classique et qu'il s'agit de résister à ce genre de biais et donc vous n'allez pas du tout entrer en négociation avec ça. Et vous n'allez pas céder devant ce compliment à 2 balles qui dit que c'est parce que vous écrivez bien. Déjà, vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, nous n'écrivons pas à la main. Et puis, vous savez très bien que votre style inimitable dans un PV, ce serait faire beaucoup d'honneur à ce genre de document. Donc, laissons tomber. Mais imaginons que votre chef ou votre chef vous propose un samedi soir de faire une tâche supplémentaire pour le lundi matin parce qu'il a un PowerPoint à présenter et qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Alors évidemment que vous n'allez pas vous précipiter sur votre ordinateur pour vous mettre à faire ça. Par contre, vous pourriez lui répondre de manière un peu plus intelligente ou un peu plus subtile que ce que vous pourriez faire au premier chef. Et donc, peut-être que cette présentation PowerPoint qui concrètement va vous prendre 20 minutes pourrait être conditionnée à quelque chose comme « Ouais, ok, à condition que tu prennes en charge telle tâche la semaine prochaine que vous n'avez pas du tout envie de faire, mais que vous pourriez du coup déléguer facilement et donc il va se retrouver coincé. » Et donc là, on est dans la négociation comme porte de sortie sans jamais plier. On est dans ce fameux cas d'occidentaux qui vont finir par accepter des compromis alors qu'ils ne les avaient pas vus venir. Vous me suivez ? J'espère que vous me suivez. J'espère être clair. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça ? Eh bien, ce qui est important, c'est d'apprendre à dire non avec une forme de douceur, ou en tout cas avec une forme de stratégie qui va vous permettre non pas de dire non franchement, mais qui va vous permettre de gagner la partie malgré tout. Donc parce qu'à l'époque, j'avais décidé de ne jamais céder, eh bien, j'ai arrêté de faire à la place de l'autre. J'ai pas fait à la place de l'autre, je l'ai jamais fait. Et donc, j'ai tenu bon parce que j'ai dit non. J'ai tenu bon parce que j'ai dit non. C'est pas un refus de l'amour, c'était pas un refus du couple merveilleux que je formais avec mes partenaires de l'époque, pas du tout. C'était une affirmation de ce que ça signifie de vivre en réciprocité et de partager des tâches qui ne sont pas toujours très sympas. Je vous retourne le compliment. Vous, à quoi vous allez dire non ? À quoi vous allez dire niet cette semaine ? Qu'est-ce que vous portez seul et qui pourrait peut-être être partagé ? Qu'est-ce qui, chez vous, pourrait être une stratégie de résistance à mettre en place, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie privée, ou que ce soit dans votre vie politique, ou dans toute autre partie de votre vie, à quel endroit est-il possible de poser un niet clair, qui est en fait une porte ouverte à la négociation ? Encore un impossible devenu possible, n'est-ce pas ? Ok, maintenant j'attends vos histoires si vous souhaitez me les partager. Vos idées de stratégie de résistance parce qu'on n'est jamais trop outillé à ce sujet. Vos mini-révolutions, qu'elles soient domestiques ou qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient dans vos engagements. Et vous pouvez me les raconter. Si vous voulez les raconter sur les réseaux, vous pouvez. Si vous voulez m'envoyer un mail, vous pouvez aussi. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez vivre d'autres épisodes avec des points de bascule de ce genre-là, si vous souhaitez suivre mes activités, si vous avez envie d'être accompagné pour en savoir plus à ce sujet, eh bien, il vous reste peut-être à vous abonner à la lettre du dimanche et puis peut-être à rejoindre la cohorte qui est en train de se préparer pour la méthode 9-3/4 qui va précisément vous permettre de passer de vos impossibles à des possibles. Mais je vous en dis plus bientôt. Soyons donc Andrei Gromyko, mais en version lumineuse. Voilà ma proposition de la semaine. Parce que résister, c'est aussi prendre soin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Les étoiles, vous connaissez. On se retrouve pour un prochain épisode.